en direct avec Daniel Obono, député La France Insoumise, qui venait cueillir des bolets dans le coin, puisqu'elle adore les champignons. Exactement. Et elle a su que par hasard, il y avait une élection municipale, et que par hasard, dans la liste alternative, leaderée, si j'ose néologiser en anglicisant, par Caroline Forgue, eh bien... On peut dire aussi conduite ou menée par... Oui, merci, c'est le mot qui me manquait. Eh bien, il y avait des gens de La France Insoumise, donc elle s'est dit, bah écoute, je suis là, bon, je vais aller les soutenir, quoi. Exactement. Alors, je vais vous poser une première question, je l'ai même posée à Manuel Valls, c'est dire jusqu'à qui c'est allé. C'est quoi être de gauche, Daniel Obono? Bah, c'est être engagé pour changer le monde. Les SS aussi étaient engagés pour changer le monde, vous savez. Je sais pas si... Non, je crois qu'ils étaient pour maintenir et empirer le monde dans lequel on vivait. Non, changer le monde dans le sens du progrès social, de la nécessaire transition écologique et de l'égalité des droits et de la justice sociale. Je crois, en tout cas pour moi, Oui. je sais pas si on peut avoir une définition unique. Je crois que chacun et chacune est investi, engagé en fonction d'une histoire personnelle, collective, Oui. et de principes, de valeurs qu'on dit de gauche parce Oui. que ça correspond voilà à une tradition politique dont moi je suis fière, Alors, que je revendique. l'universalisme, est-ce que c'est toujours une valeur de gauche? Je vous pose cette question vicieuse parce que... Oui, bien sûr. Enfin, la question c'est quel universalisme, parce que vous savez, Ah oui, l'universalisme... bah ah bah oui, c'est une question qui... Non, vous savez, l'universalisme, ça a servi à justifier, par exemple, les entreprises coloniales. Hein. L'idée que on allait apporter aux sauvages, aux Oui. barbares, la civilisation. C'est vrai. Donc il y a plusieurs manières de le voir. Moi, je crois en l'universalité des droits humains, ça c'est sûr. Et je crois que toutes les cultures, les civilisations ont cette tradition de pensée ou cette histoire parce que c'est une histoire humaine tout simplement. Et donc oui, je crois en l'universalité des droits et je crois que il n'y a pas de contradiction entre les droits individuels et les droits collectifs. Je crois vraiment à cette idée que l'émancipation de tous n'est possible que par l'émancipation de chacun et chacune. Et donc, il y a cette dialectique entre quand les droits des uns sont, même d'une minorité, sont réprimés, c'est les droits collectifs, en fait, qui reculent. Et quand on accorde et quand on gagne des droits pour une personne, ne serait-ce qu'une personne, et qu'on fait respecter les droits d'une personne, ben en fait, c'est un bienfait pour tous et toutes. Donc voilà, je crois à cette universalité-là. Alors, moi, je suis d'accord Voilà. avec vous, à ceci près, puis j'aime bien dire à ceci près en plus, Ouais. des fois, la multiplication des droits individuels les met en concurrence. J'en veux pour preuve, et vous me direz si vous êtes d'accord ou pas, l'affaire Mila, où d'un côté, on a une fille qui est lesbienne, qui se retrouve à insulter une religion, et du coup, là, il y a deux minorités en concurrence. Mais c'est pas une question de concurrence. Donc, Je pose la ce qui a fait, Est-ce qu'on peut sauver Mila et défendre contre l'insulte l'islam en même temps? Il y a personne à sauver. Je pense qu'il s'agit déjà de ne pas instrumentaliser, parce qu'on passe quand même, et je crois quand même que la très grande majorité des personnes qui se sont exprimées, qui ont des responsabilités politiques, l'ont dit, et il faut le reconnaître. Il s'agit d'une adolescente, Oui. voilà, et donc on ne juge pas et on n'utilise pas, on ne considère pas de la même manière les propos d'un ou d'une adolescente que d'une députée, par exemple. que d'une adulte ou Ouais, d'un voilà. adulte et d'une majeure. Donc voilà, il s'agit d'une personne qui s'exprime. Donc il y a une hiérarchie dans Mais écoutez, bien sûr. D'où vient le message, si Bah, j'ose bien dire. sûr, d'abord, D'accord. voilà, qui parle, dans quelles conditions, dans quel contexte. Donc voilà, pour moi, la première chose, c'est, j'ai envie de dire, ficher la paix à cette jeune fille, quoi. Ouais, D'accord. Elle a eu des propos qui ont certainement heurté un certain nombre de personnes, sincèrement heurté, parce que bon, il y a toutes celles et ceux qui l'ont instrumentalisé, mais comme tous les adolescents et adolescentes, toutes les personnes et même toutes les adultes ou mineurs peuvent avoir des propos qui heurtent, qui blessent.
la manière d'y répondre, il est tout à fait légitime d'avoir ces expressions, tant que ce n'est pas une incitation à la haine et à la discrimination. Il faut y répondre de manière argumentée, sourcée. Ça fait partie du débat démocratique. Donc, pour moi, en fait, cette affaire n'en est pas une, parce que ce n'est pas l'un contre l'autre. C'est la liberté du débat qui doit se faire dans des conditions pacifiques. Ce qui est inacceptable, ce sont les menaces de mort, les menaces d'atteinte à l'intégrité physique de quelqu'un, et donc ça c'est inacceptable. Cette jeune fille a eu des propos qui sont contestables et qu'il faut pouvoir contester, mais de manière courtoise. Courtoise, ça peut être très passionné, mais de manière constructive et sourcée. Sinon, en fait, on n'est pas dans un débat, on est dans de l'invective, et en plus, ça ne sert à rien. Donc, je pense que, en vérité, je crois qu'il y a eu beaucoup d'instrumentalisation, et la première chose, pour moi, c'est de dire, on protège les mineurs, on protège les enfants, on protège la liberté d'expression, mais de tout le monde, aussi bien de Mila qui s'exprime. On peut contester le caractère grossier ou injurieux, parce que voilà, c'est des propos c'est dur de le nier, voilà. Et il faut le faire, et donc on peut le faire comme ça, on peut dire moi je ne suis pas d'accord. Alors après voilà, je ne suis pas directement concernée. On peut entendre aussi que des personnes, surtout le contexte, je pense que l'importance de remettre tout ça dans son contexte, on est quand même dans une période où il y a une obsession et une focalisation sur une religion en particulier, l'islam. Il y a quelques jours, il y a eu une attaque terroriste en Allemagne avec la personne qui a commis ces actes-là, qui a une obsession. Oui, et le gars, il était un peu il entendait les extraterrestres. Oui, mais bien. Moi, j'ai rien contre ces gens-là, hein, mais je pense que ce qui s'est passé, par exemple, à Bayonne, je crois que commettre un acte comme ça, il faut quand même être passé un peu de l'autre côté pour pouvoir assumer ces actes-là. Pareil dans les deux cas, parce qu'il y a eu des attentats. Oui, mais donc ce que je veux dire, c'est qu'on est dans un contexte de tension. Et où il y a de la discrimination, il y a des propos extrêmement violents qui sont tenus contre des personnes en fonction de leur religion, de leur appartenance confessionnelle. Et donc c'est dans ce contexte-là, voilà, que tout ça est monté en sauce. Mais j'aimerais aussi qu'on redimensionne la chose. La viralité de certains propos fait que tout ça prend une dimension qui ne devrait pas en avoir. Et je pense qu'il y a des choses graves qui sont dites et faites, par exemple sur des plateaux télé, par exemple sur une certaine chaîne qui a en prime time tous les jours une personne qui a été condamnée pour incitation à la haine religieuse. Non mais voilà, c'est ça aussi. Donc remettons les choses dans leur contexte. Cette jeune fille a le droit de penser ce qu'elle veut, de dire ce qu'elle veut de tel ou tel. Il est aussi légitime d'y répondre et de contredire et de ne pas être d'accord et d'être des gens ont été sincèrement blessés et se sont sentis stigmatisés par ces propos, et donc ça fait partie du débat, mais voilà. Fichons la paix à cette jeune fille et ayons un débat et surtout une action qui permette que la démocratie vive, c'est-à-dire qu'on respecte les droits de chacun et de chacune et on arrête de stigmatiser, parce que tout ça produit beaucoup de dégâts et de recul, quoi. Je pense que l'enjeu, c'est en tout cas pour moi, en tant que responsable politique, c'est de faire avancer toute la société et de protéger tout le monde contre la régression sociale, contre les attaques sexistes, racistes, LGBT-phobes aussi. Et donc c'est en tout cas moi le sens de mon engagement citoyen, militant depuis des années et aujourd'hui parlementaire. Alors, on va revenir ici, enfin on n'était pas vraiment parti puisque vous étiez sur le KDP et moi sur ma chaise. L'enjeu de Perpignan, c'est pas par hasard. Bon, c'est vrai qu'il y a les champignons, on l'a dit au début, mais est-ce que vous pensez que venir soutenir Caroline Faure et la liste alternative, est-ce qu'il y a un vrai danger, Louis Alliot? Il y a un danger de l'extrême droite, oui. Est-ce que vous pensez, réel. Pourquoi vous pensez que Louis Alliot est d'extrême droite?
Est-ce que vous l'avez croisé en vrai? Enfin, je l'ai pas croisé beaucoup parce qu'il paraît qu'il est député. Oui. Il a été élu député, mais je l'ai très très peu vu à l'Assemblée nationale. J'ai essayé de me rappeler la dernière fois. Monsieur Corbière le croise plus souvent. Oui, mais bon, en même temps, ça, ce sont des activités extra-parlementaires. Mais bon, tout ça pour dire que, en vérité, ces gens-là ne servent à rien si ce n'est à instiguer la haine et l'opposition entre les Français et les Françaises. Mais oui, il y a un enjeu comme partout. Le terme de haine, je sais pas. Oui, je pense que quand on a un discours comme celui de l'extrême droite... Pourquoi vous appelez ça l'extrême droite? Définissez-moi. Écoutez, oui, je sais qu'on est en Macronie, tout est dans tout, rien n'est en rien, les mots ne veulent plus rien dire, ou alors ça veut dire le contraire de ce qu'ils sont vraiment. Alors, mais oui, c'est l'extrême droite. Alors, excusez-moi, oui. on dit historiquement et conceptuellement aujourd'hui. Moi, je crois, c'est pas une question de rédemption, c'est une question de positionnement politique. C'est pas un jugement moral que je fais. C'est pas une caractérisation subjective. C'est objectivement ce courant s'inscrit dans une tradition politique que je combats, que je conteste parce que ce qui est défendu par ces gens et qui jusqu'à aujourd'hui c'est une vision ethniciste de la nation, une vision ségrégative de la communauté nationale, avec une stigmatisation de gens en fonction de leur religion, de leur couleur de peau, avec une politique antisociale, voilà. C'est pas affirmé parce qu'il serait condamné si c'était affirmé. Bah, écoutez, ils affirment bien. On peut pas dire. Ils affirment bien. Ils sont pas tatoués white power. S'ils le disaient, ils iraient illico presto. Oui, mais franchement, justement, l'extrême droite. C'est du non-dit. L'extrême droite au sens large a beaucoup de variations, des nuances qui vont de la droite extrême à l'extrême droite néo-nazie, voilà, mais voilà, je caractérise politiquement un courant. Je vous embête un peu parce que et moi je ne crois pas à la dédiabolisation. Je pense que ces gens sont profonds. C'est mon opinion. Je pense que ces gens sont profondément anti-républicains, qui remettent en cause la démocratie quand ils sont au pouvoir dans certaines villes. Moi, je viens de Montpellier. Je connais un peu, alors pas à Montpellier, mais dans le sud, du côté de Beaucaire, des villes où le Front National a été en responsabilité les dégâts qu'ils ont commis. Vous avez ce qui peut se passer dans des endroits comme Béziers où voilà, on connaît ça. Ce sont des courants d'extrême droite. Donc quand ils gagnent des mairies, ils font une politique antisociale, anti-association de soutien et de solidarité. Pensez au secours populaire dont on a retiré le... Voilà. Donc voilà, ils ne défendent pas l'intérêt général, ils défendent l'intérêt de coteries, de clans. Ils ont y compris lire la presse autour de Louis Alliot, même un article de Mediapart qui disent le seul à l'affaire il conclut, c'est un article qui se passe bien pour Louis Alliot, j'ose dire, et la seule inquiétude de Mediapart, c'est qu'il se notabilise. Regardez la presse. Oui, mais franchement, la presse, bah oui, mais bien sûr, mais bien sûr. Je vous le dis parce que la presse nous a expliqué que Madame Marion Maréchal Le Pen était la révélation de l'année 2019, je crois. Quelqu'un qui n'a plus aucune responsabilité politique, mais qu'on monte en sauce parce que ça fait partie de la stratégie, y compris expliquée par Monsieur Macron, qui a dit qu'il fallait faire de l'extrême droite, notamment la famille ou l'entreprise Le Pen, l'ennemi, l'adversaire, parce que c'est le seul moyen qui lui permettrait d'être au deuxième tour, en tout cas il le pense, et donc c'est là-dessus qu'on va structurer tout le débat, et vous avez le système, le parti médiatique qui s'est mis en branle, et où on nous explique que effectivement des gens qui y compris ont été complètement absents depuis des mois et des mois, alors que le pays est dans une mobilisation sociale sans précédent depuis les Gilets jaunes jusqu'à la mobilisation contre les retraites. Ils n'étaient pas là, ils ne servent à rien, et pourtant on leur ouvre les plateaux pour qu'ils puissent s'exprimer et apparaître comme
les adversaires de Monsieur Macron, ce qu'ils ne sont absolument pas, comme je vous l'ai dit à l'Assemblée nationale. Vous êtes en jaune, est-ce que vous soutenez les gilets jaunes ou Bah écoutez, moi je suis en jaune, ce sont les couleurs de la liste alternative. Ah oui, en plus, voilà, je l'avais pas fait exprès, comme je dirais, mais comme quoi c'est une belle couleur. Et puis c'est des couleurs, oui, des gilets jaunes aussi. Nous avons été très tôt aux côtés des gilets jaunes, on s'en est pris beaucoup dans la tête à cause de ça, mais parce qu'on y reconnaît des revendications progressistes, démocratiques et l'expression d'une colère sociale qui revient de loin et qui a été un peu accentuée par la politique de Macron depuis 3 ans. Donc, les retraites, c'est la cerise sur le gâteau. Voilà, c'est-à-dire qu'il touche là à l'os et je pense que ça symbolise même plus que ça, parce que ce que représente la retraite, c'est quand même des années et des années de labeur, souvent voilà, avec des emplois peu payés ou mal payés, mais les gens ils font ce qu'il faut pour que leurs enfants aillent à l'école, soient correctement habillés et ce qu'il faut pour réussir, mais en se disant ben voilà, au moins à la fin, ben on va pouvoir se reposer, on va pouvoir profiter un petit peu de la vie, et donc ça symbolise aussi quand même une vision du monde aussi, du partage, de la solidarité, une histoire importante, et attaquer ça après toutes les attaques qui ont été faites, hein, c'est pas les premiers, c'est juste que ils accélèrent le mouvement. Juppé en 95. Voilà, Balladur, etc. Même avant, Balladur c'est 93, les premières réformes qui ont réduit le système. Et enclencher la processus d'abaissement des pensions. Donc voilà, ça symbolise beaucoup de choses, et je crois que le ras-le-bol général qui était déjà exprimé dans le mouvement des Gilets jaunes se poursuit avec raison, et cette bataille elle est importante. Aujourd'hui, une majorité de la population, grâce à la grève, grâce aux salariés qui ont été manifestés, comprend que c'est une très mauvaise réforme, et vous avez quand même ça va des avocats et avocates jusqu'aux égoutiers, enfin vous avez tous les corps possibles de métier, là c'est pas quelque chose de sectoriel. Mais ils font semblant de pas voir. Hein, quoi? Non, voilà. Rien. Donc voilà, c'est une bataille importante, et je crois que en faisant le lien avec la liste alternative, pour nous l'enjeu c'est que on mette en échec Macron, non seulement en lui faisant retirer sa réforme, mais en construisant partout au niveau local des espaces, donc c'est à travers les listes citoyennes, mais des espaces de résistance et d'alternative. Et en tant qu'élu, nous on est un groupe de 17 députés. On est face à 300 macronistes. C'est à main nue. Mais voilà, mais je pense qu'on a réussi à relayer et à faire exister une parole alternative. Et c'est vrai que pour nous, l'enjeu, c'est de faire en sorte que partout, à tous les niveaux, du local au national, ce même mouvement se fasse aussi, qu'il y ait des élus municipaux, qu'il y ait des maires qui soient portés par ces mêmes convictions, et qui créent un rapport de force localement, qui soit soutenu par la population, parce que c'est aussi comme ça qu'on construit. On n'est pas juste en opposition, mais on construit une alternative. On est dans contrairement à ce que le discours. Pour vous dire, vous êtes là avec l'encombrement que vous avez mis avec les amendements. La grève du zèle, ça s'appelle une grève du zèle qu'on a fait. On était tous les secteurs ont été en grève. En tant que député, c'est difficile de se mettre soi-même en grève sur les formes classiques. Et donc du coup, c'est une grève du zèle, et pour marquer notre solidarité, notre opposition. Mais c'est pas une grève stérile, justement. Pendant les débats en commission, on a montré à quel point le texte était encore plus flou qu'on l'imaginait. On a quand même levé plusieurs lièvres sur l'histoire du revenu d'activité, par exemple, qui n'existe pas, sur l'incapacité qu'ils ont encore aujourd'hui à nous expliquer comment ils vont financer les 70 milliards de trous qu'ils créent eux-mêmes dans le système actuel avec leurs réformes. Donc cette grève du zèle, en fait, elle permet de mettre en lumière encore plus l'incurie de ce gouvernement. Et donc voilà, on est engagé dans cette bataille des retraites, et on vient aussi entre deux séances à l'Assemblée nationale soutenir les initiatives citoyennes unitaires comme celle de la liste alternative. Voilà, parce qu'on a besoin aussi de construire des majorités électorales
Nous, notre objectif, c'est d'être majoritaire dans ce pays, justement pour défaire. Le but du jeu, c'est gagner. Voilà, et d'être majoritaire au niveau national. national. Mais pour ça, en fait, ça tombera pas du ciel. C'est en construisant des majorités à tous les niveaux. Et les municipales, c'est aussi nous la stratégie de la France insoumise. Ça a été de se mettre au service de toutes les dynamiques citoyennes, parce que c'est comme ça en fait qu'on pense pouvoir gagner. Être majoritaire au niveau local, c'est construire des dynamiques citoyennes où les gens s'organisent dans leur quartier pour se mobiliser sur les questions de logement insalubre. Là, je suis passée, j'ai visité le quartier Saint-Jacques. Saint-Jacques, oui. Voilà, où on voit dans le monde, le New York Times nous l'envie. Ouais, où on voit en fait une stratégie de politique de la ville qui risque de mener à une gentrification de ces quartiers-là en expulsant les populations, alors qu'il y aurait des projets possibles de réhabilitation en concertation avec les habitants et de démarches vraiment participatives et décisionnaires en tenant compte du point de vue des habitants. Il y a tellement de choses à faire au niveau local et tellement de leviers qu'on peut utiliser pour développer, par exemple, la question d'une transition écologique au niveau local. Je pourrais parler de l'agriculture urbaine à développer. Je pourrais parler des même dans les politiques de rénovation de bâtiments, justement, comment on conçoit une autre manière de construire. Voilà. Donc il y a des leviers au niveau local qui donnent à voir, qui pourraient permettre de donner à voir une autre politique mise en œuvre. Gagner des gens à une dynamique de révolution citoyenne, parce que c'est au quotidien que la révolution citoyenne, pour moi, elle se construit, et pour être majoritaire, parce que on pense que on n'y arrivera pas tout seul, même des expériences locales. Voilà, même les expériences locales positives ne suffiront pas à desserrer l'étau au niveau national et au niveau européen qui est celle de l'austérité à perpétuité. Et donc c'est pour ça que il faut être majoritaire au niveau national, il faut gagner en 2022 pour faire essaimer toutes les expériences alternatives qui se construisent. Donc voilà un peu la cohérence de ma présence ici, et demain je serai à nouveau à l'Assemblée dans la tranchée, comme on dit. Voilà, on est dans l'opposition claire et déterminée à la Macronie et à tout ce qui représente de régression sociale, démocratique et environnementale, et on est dans les propositions alternatives, que ce soit notre contre-projet sur les retraites, notre programme qui continue à se renforcer à travers nos propositions de loi. Vous le savez peut-être, nous avons une journée parlementaire le 26 mars prochain où nous proposons des textes de loi sur la question de la transition écologique, sur la question des lanceurs et lanceuses d'alerte, sur la lutte contre les violences policières. Voilà, opposition, proposition au niveau local comme national, c'est voilà la cohérence de ce que nous proposons. Une dernière question, toujours parce que vous êtes en jaune. Moi-même, j'ai un peu de jaune sur moi. Vous voyez, j'ai un iasgra, comme on dit en catalan, un ruban jaune. C'est en soutien aux prisonniers politiques catalans. Je sais que vous êtes co-signataire, une des 52 co-signataires à l'Assemblée nationale, contrairement aux 3 députés En Marche d'ici. Non, c'est bien de le rappeler, parce qu'ils se vantent d'être amis avec le président Puigdemont. Alors, ils ont pas... Ouais. On précise des trucs. Donc... Vous connaissez un peu le sujet. Ça vous fait quoi d'avoir des prisonniers politiques en Europe j'allais dire en 2020, honte, mais... Ouais, c'est une honte, effectivement. Écoutez, nous, notre seule boussole, c'est, enfin pas seule, mais une boussole importante du programme que l'on porte, c'est la démocratie et l'expression populaire. À chaque fois, on a cette formule, quel que soit le problème, la solution c'est le peuple. Et il y a eu dans l'État espagnol, par rapport à la Catalogne, un déni démocratique extrêmement grave qui s'est perpétué. Ils l'ont organisé eux-mêmes. Oui, mais je pense que la réponse ne peut pas être celle qui a été... Enfin, en tout cas, la réponse
telle qu'elle a été faite Violente, par le pouvoir central, Ouais. de répression. Enfin voilà, vous avez des images, effectivement, on se dit, est-ce qu'on est bien en Europe, dans un pays qui se dit démocratique et où on voit des urnes. Enfin voilà, c'est quel que soit le positionnement qu'on peut avoir sur les revendications indépendantistes, ce n'est absolument pas une réponse acceptable du point de vue démocratique. Et donc oui, j'ai signé avec plusieurs de collègues de la France Insoumise un soutien en disant tout simplement ça. Voilà, on a en plus des appréciations différentes sur les revendications. On doit pouvoir en débattre, on doit pouvoir y compris critiquer, mais pour le faire, il faut le faire, voilà, pas à travers des barreaux de prison, parce que on empêche des gens qui ont été élus, y compris de siéger. Enfin, c'est insupportable. Et au niveau de l'Union européenne, c'est d'autant plus insupportable que ensuite on se prétend, la France et l'Union européenne, donner des leçons à d'autres pays, à d'autres régions du monde sur le respect de la démocratie, des processus parlementaires, et des élus sont empêchés de siéger dans les instances où le peuple les a appelés à le représenter. Donc voilà, c'est inacceptable, et je crois qu'il faut en revenir, encore une fois, au respect de l'expression populaire dans toute sa diversité, au respect des positionnements des uns et des autres, et au débat politique, démocratique, qui peut être conflictuel, qui doit être conflictuel de toute façon, ça, la démocratie. parce que sinon quand tout le monde est d'accord, voilà, c'est une dictature. Voilà, et en tout cas on doit pouvoir respecter l'expression démocratique. Donc et c'est vrai que vous le notiez, il y a une hypocrisie extrêmement grande aujourd'hui en Macronie, au niveau national et au niveau européen, parce que c'est aussi un choix. L'Europe n'a pas bougé beaucoup. Ah non, mais même plus que ça. Ça fait à peine pas longtemps qu'ils ont accepté que Monsieur Puigdemont élu puisse rentrer au Parlement européen. Oui, mais il y a une hypocrisie qui est assez indigne, quoi, au niveau européen, c'est-à-dire que là aussi on fustige tel ou tel régime ou organisation ou direction politique dans d'autres pays, mais nous-mêmes nous ne sommes pas irréprochables de ce point de vue-là. Donc je sais que au niveau de la délégation de la France Insoumise au Parlement européen, c'est notamment notre collègue Leïla Chaibi qui est aussi investie et qui suit ces dossiers-là au sein de la GUE, de la gauche européenne, voilà, avec des collègues de plusieurs pays, dont de l'État espagnol et de Podemos, qui sont aussi qui relaient aussi cette critique-là et cette demande du respect des droits constitutionnels, démocratiques et politiques, voilà, de toutes les sensibilités qui existent aujourd'hui. S'il y avait une conférence à Barcelone pour les Français de Barcelone, mais les Catalans aussi, pour défendre ces positions-là, est-ce que vous iriez à Barcelone ? Écoutez, je n'ai pas reçu d'invitation en sens pour le moment. Mais si elle arrivait, Daniel écoutez, je verrai en fonction de nos disponibilités. Moi, j'ai signé, donc c'est une prise de position. Après, comme je vous dis, c'est au niveau de l'intergroupe, parce qu'au niveau de la France Insoumise, on a le groupe à l'Assemblée nationale et au Parlement européen. Au niveau de l'intergroupe, donc c'est notamment Leïla Chaibi qui était investie, en plus, qui a récemment relayé à nouveau les actions de protestation qu'il y a, et donc voilà, on se coordonne et on se tient au courant, et on maintient ce positionnement il s'agit de faire voilà, respecter les droits, la démocratie, et donc on continuera à le dire comme par rapport à ce qui se passe en France au niveau européen, et donc de solidarité j'allais dire républicaine d'une certaine manière, en fait, c'est parce ce que ce sont les République. Voilà, c'est ils vivent dans un royaume. C'est tout à fait pour moi, ça va de soi de défendre voilà, les droits démocratiques de collègues élus et de militants politiques dont le point de vue est aussi légitime qu'un autre. C'est ça, être de gauche. Voilà. Daniel Obono, merci beaucoup. Merci à vous.